Ici l'émission Bien-être, votre émission et votre rendez-vous du lundi soir, comme tous les soirs vers 17h15. Ce soir, nous avons une très très belle émission sur le Reiki avec Mehdi Achour. Bonjour Mehdi. Bonjour Lucia. Et donc, il va nous parler du Reiki. Tu es professeur de Reiki ? Tout à fait. En fait, je suis ce qu'on appelle maître enseignant de Reiki. D'accord. Voilà, donc j'enseigne le Reiki depuis un peu plus d'une dizaine d'années. D'accord. Voilà, le Reiki, donc il y a plusieurs formes de Reiki. J'enseigne principalement le Reiki tibétain, mais peut-être qu'on reviendra tout à l'heure. Je pense qu'on aura le temps d'en parler tout à l'heure. Et donc, tu es thérapeute aussi en Reiki. Voilà, tout à fait. En fait, j'étais professeur de yoga pendant 10 ans. Et maître Reiki également. Et aujourd'hui, j'enseigne principalement le Reiki. J'ai arrêté le yoga et je poursuis le Reiki. D'accord. Donc, tu t'es axé essentiellement sur le Reiki. Voilà, complètement, ouais. Donc, peut-être parler déjà de un petit peu de l'historique. Moi, j'ai fait un petit résumé vite fait. Après, tu me diras si tu as d'autres choses à rajouter sur pour donner déjà un peu une vision ou une vue d'ensemble de ce que c'est le Reiki. Donc, le Reiki est une méthode de soins non conventionnelle d'origine japonaise, fondée sur des soins dits énergétiques par imposition des mains. Exact, tout à fait. Le Reiki est donc, on dit étymologiquement, l'esprit et l'énergie universelle. Celle-ci est aussi appelée prana dans les langues indiennes. Ce serait l'équivalent. Tout à fait. Disent que c'est une méthode, ce que j'ai vu sur YouTube, parce que moi souvent je regarde sur YouTube en fait. C'est une méthode de soins. Ouais, c'est une bonne source quand même dans l'ensemble. Après, ça dépend des sites. Il faut toujours quand même vérifier ses sources. Cette méthode de soins fut mise au point par Mikao Usui dans les années 1918-1922. On n'est pas sûr de la date précise. Ouais. C'était avant la Deuxième Guerre mondiale. Bien avant, ouais, tout à fait. Ouais. Voilà. Et au cours d'une expérience de mort imminente, il aurait pris conscience de ses dons de guérisseur. C'est assez incroyable. C'est une histoire de ce que j'ai vu, en tout cas sur YouTube, que c'est son expérience personnelle. Alors, effectivement, il a été très très malade en fait, à l'âge de 25 ans, et il a eu des visions. Il a eu la vision du Bouddha, et il a eu des enseignements à ce moment-là, et ça lui a donné une grande soif déjà de comprendre qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là. Donc, c'est quitter son corps, aller vers la lumière, revenir. Ça a été complètement déboussolant pour lui. Et donc il a eu une grande soif pour comprendre ce phénomène qui s'est passé, et une grande envie aussi d'aider les autres à ce moment-là, qui s'est réveillé très fort en lui, D'accord. Son chemin n'a pas démarré là, son chemin a démarré dès qu'il avait 4 ans. À l'âge de 4 ans, il a commencé à apprendre le Qigong. Donc son chemin a démarré très tôt, mais à 25 ans, ça a été une étape cruciale pour lui, où il y avait vraiment eu un réveil, un déclic hyper fort, Ouais. Alors, il faut rappeler aussi ce que j'ai vu sur d'autres choses qu'Internet, c'est que il vient d'une famille de samouraïs. Exact, oui, tout à fait. Donc ça, c'est pas anodin. Tout à fait. Donc les samouraïs ont toute une connaissance ésotérique. Alors c'est vrai qu'il y a tout le parti guerrier, mais ce n'est pas que la guerre qui est mise en avant. De toute façon, dans l'étude ou l'apprentissage du samouraï, qui existe toujours. Plus ou moins quand même, quand on voit le Japon, on sait qu'historiquement, ils ont quand même gardé l'apprentissage guerrier de cet art guerrier, parce que c'était un art. En tout cas, Mikao Usui, lui, il est sorti de ça pour vraiment aller vers quelque chose de spirituel, une recherche de paix intérieure, et vraiment pour aller jusqu'à l'éveil. C'était vraiment il était vraiment rempli de ça. C'est vraiment ça, une soif énorme. C'est pour ça c'est ce qui a permis à ce que le Reiki puisse se propager dans le monde entier. Ils disent que c'est au cours d'une expérience de mort imminente qu'il aurait pris conscience de ses dons de guérisseur, mais pas que, puisqu'apparemment c'est depuis l'âge de 4 ans. Il a commencé en fait son cheminement, oui, tout à fait. Et l'expansion du Reiki en Occident est due d'incanter à la branche nippo-américaine de Madame Awayo Takata, qui est à l'origine, je crois, elle est hawaïenne. Elle est polynésienne, Polynésienne, effectivement. Effectivement, Hawaï fait partie des îles des États-Unis, 50e État. Et effectivement, c'est grâce à elle que ça a été répandu. En fait, si on revient sur l'histoire,
Takata était maître Reiki. On dit maître Reiki, ça veut pas dire maître éveillé, ça veut dire, pour revenir sur la définition, ça veut dire quelqu'un qui maîtrise. D'accord. Donc une personne qui maîtrise le Reiki. Donc quand on dit maître enseignant, c'est une personne qui maîtrise suffisamment le Reiki pour pouvoir l'enseigner et le transmettre. Ouais. Voilà. Et donc Takata a été maître Reiki en 1938. Et donc c'était quasiment le début de la Deuxième Guerre mondiale. Ouais. Et à la fin de la guerre, les États-Unis avaient la main mise sur le Japon. Et ils ont interdit toute pratique au Japon, toute pratique traditionnelle. Ouais. Donc c'est-à-dire au Japon, on ne pouvait plus pratiquer le Reiki, ou alors en secret. Du coup, même les Japonais qui voulaient se former au Reiki devaient partir aux États-Unis. Ou alors, c'était des Américains qui venaient au Japon pour enseigner le Reiki à des Japonais, quoi. Ouais. Il y avait aussi un autre souci, c'est que évidemment, comme la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu beaucoup de, le Japon était plutôt avec les Allemands. Et que malheureusement Mikao Usui était, je crois, il était suspecté d'être un espion en fait. Alors ça c'est Hayashi. Pardon. J'ai confondu alors. À mon sens c'était Hayashi parce qui était un des maîtres Reiki. Donc il était un des élèves de. Voilà, d'accord. Tout à fait. Hayashi est le dernier élève de Mikao Usui. Et il a été en fait à Hawaï justement pour transmettre la fin de l'enseignement à Takata. Oui. Et effectivement, comme il a été en fait, est-ce qu'il était espion en fait? Moi, de ce que j'en ai appris. On n'en a pas vraiment les traces, je crois, mais. Apparemment, en fait, on lui a demandé de donner où se trouvaient les bases. Ah oui, quand même. Il voulait connaître les plans pour pouvoir faire une attaque. D'accord. Et il n'a pas voulu. Il a dit non. Et à ce moment-là, pour, on va dire, mourir de façon honorable, parce qu'en fait, il a été traité de traître, parce qu'il ne voulait pas donner les informations, parce que c'était plutôt un homme de paix, donc qui était contre toute guerre, quelle qu'elle soit. Et pour pas que toute sa famille soit, on va dire, discréditée, eh bien, déshonoré, voilà, c'est le bon terme. Ouais. Et ben il s'est, on va dire, suicidé, c'est plutôt cette harakiri. Voilà, harakiri, et voilà. Mais apparemment, il a prévenu tous ses proches à quel moment il allait le faire, et puis il est parti à ce moment-là, quoi. Et il a pu garder son honneur et l'honneur de sa famille. Voilà, il l'a fait pour sa famille, pour prévenir sa famille, et également il est parti avec la conscience tranquille, c'est-à-dire au moins il s'est pas trahi lui-même. Ouais. On l'a traité de traître, mais lui en tout cas, il s'est pas trahi, il a pu partir la conscience tranquille pour lui et pour sa famille, dans une énergie de paix. Et donc du coup, forcément, ça a coloré aussi l'énergie Reiki à qui il a transmis, c'est-à-dire l'énergie Reiki est transmise dans cette énergie de paix et de fidélité. Et donc en fait c'est ce qu'ils disent, en fait l'expansion donc de Reiki en Occident en tout cas est due d'un côté à la branche nippo-américaine de Madame Awayo Takata, donc l'élève du dernier élève donc de Mikao Usui. Et donc qui transmet en fait les principes élémentaires du Reiki et des techniques très simplifiées, et donc qui forma en fait des maîtres en Occident à partir donc en fait ça c'est un côté de la branche, et il y a une autre côté de la branche qui est japonaise, qui est directement liée à l'un des élèves de Mikao Usui, Shuryo Ajaki, c'est celui dont on vient de parler. Non, ça c'est un autre. Et il y a un autre, il me semble que c'est Hiroshi Doi, si je ne me trompe pas, qui lui a transmis effectivement, qui a continué donc à transmettre plus une façon japonaise. Oui. Alors on peut y revenir sur cette façon, je ne sais pas si c'est le moment. Non, vas-y. Alors en fait effectivement on parle de Reiki japonais, on parle de Reiki parce qu'il y a différentes sortes effectivement de Reiki. Ce que j'ai envie de dire quand même, c'est que le Reiki c'est quelque chose d'universel. C'est au-delà en fait. Après c'est la façon dont ça a été transmis. Mais sinon l'énergie en tant que telle, c'est vraiment une énergie universelle. Elle est au-delà des religions, au-delà des nationalités.
Ouais. C'est ce qu'il dit justement, c'est que l'un des buts du Reiki est de soulager les souffrances, d'apporter un calme mental, une paix intérieure et un bien-être général. Il se fonde sur le concept du taoïsme chinois, le Qi, ainsi que celui du Zen et des arts martiaux japonais, le Qi, énergie universelle de vie, équivalent du Qi chinois, du Qi japonais et le prana dans la philosophie indienne. Le souffle vital qui circule partout dans la nature, notamment dans le corps, permettant son fonctionnement et reliant les êtres entre eux. Donc là, on est vraiment dans l'esprit universel. Tout à fait, complètement, ouais, complètement. Après, je comprends qu'on parle de Reiki japonais ou de Reiki occidental, ouais. Parce qu'effectivement, c'est la façon dont ça va être transmis. Pour revenir un petit peu là-dessus, pour que nos auditeurs puissent bien comprendre, c'est qu'on, par exemple, quand Mikao Usui a transmis à Hayashi, ouais. Il lui a dit enrichis la pratique avec qui tu es, avec ce que toi tu apportes. Et effectivement, Hayashi était un médecin qui connaissait la médecine chinoise. Ouais. Et il a donc enrichi le Reiki. Il y a apporté une façon plus simple, on va dire, ou plus rapide d'initier les personnes, notamment sur les symboles. Il a permis quand Usui de donner ses soins, ouais. Et les personnes étaient assises. Là, depuis Hayashi, les personnes sont allongées. Plusieurs personnes peuvent donner le soin. Mais ça peut se faire encore assis ou... Aujourd'hui, oui, tout à fait. Ouais, ouais. On peut faire assis ou allongé. Ou allongé, oui. Complètement. Et en fait, je parle de ça, c'est simplement pour dire qu'en fait, le Reiki s'est enrichi progressivement. Il ne s'est pas dénaturé, mais il s'est enrichi. Il ne s'est pas dénaturé dans le sens où en fait, le cœur sera toujours le même. Ouais. Pourquoi toujours le même ? Parce qu'on se relie, on se connecte aux rays, qu'on peut appeler énergie universelle, ou qu'on peut aussi appeler, plutôt je préfère l'appeler conscience spirituelle. Ouais. C'est-à-dire qu'on se relie, on se connecte à une conscience spirituelle. D'accord. Et quand on se connecte à une conscience spirituelle, on se connecte soi-même à qui on est vraiment, et en fait à notre sacré, c'est-à-dire qu'on se relie à cette part de nous qui n'a pas été altérée par l'éducation, par tout type de conditionnement. Et donc on se relie à sa vraie nature. Et c'est ça que je trouve très intéressant dans le Reiki. Et quelle technique justement dont tu pourrais nous parler ce soir justement pour essayer de se reconnecter à son soi intérieur, à son sacré intérieur? Alors effectivement, avec le Reiki, on peut se connecter. Ouais. Donc il y a deux façons d'y arriver, c'est-à-dire effectivement quand on approche le Reiki, soit on vient pour recevoir un soin, ouais. Un soin Reiki, un soin énergétique, soit on vient pour se former. Ouais. Et donc on reçoit cette initiation, cette transmission. Quand on reçoit un soin, ça permet, on va dire, de débloquer des blocages intérieurs, ouais. Quel que soit leur ordre, que ce soit physique, émotionnel, relationnel. Et de toute façon, et quand on fait des déblocages, eh bien, on a plus facilement accès à son être sacré, quoi. Est-ce qu'on pourrait parler de nettoyage karmique ou ça n'a rien à voir? Alors, tout cela permet aussi un nettoyage. En fait, tout ça se regroupe, se retrouve. Quand on parle de nettoyage karmique, on parle aussi de vies antérieures. Tout à l'heure, on disait il faut y croire, pas y croire. En fait, j'ai envie de dire, peu importe. C'est un peu libre chacun, mais oui. Peu importe qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, ce qui est important, c'est est-ce que ça marche ou est-ce que ça marche pas. Et effectivement, quand on voit qu'une technique marche, eh bien, on va voir qu'on y croit. C'est ce que disait le Bouddha, ne croyez pas, faites l'expérience. Et si vous faites l'expérience plusieurs fois et que ça marche, là, vous pouvez y croire. Bien sûr. Donc à travers le Reiki, soit avec un soin, en débloquant des problématiques, ça nous aide à nous rapprocher de qui on est, notre être sacré. Et l'autre voie qui, j'ai envie de dire, un peu plus rapide, c'est de se faire initier. Donc pendant l'initiation, donc il y a une transmission qui se fait, qui permet donc de reconnecter la personne à cette conscience spirituelle ou au ray, à cette énergie universelle. Et là, ce qui est extraordinaire, c'est même une personne, toutes les personnes que j'ai initiées, j'ai eu des personnes qui sont très très cartésiennes et qui croient en rien,
Mais en rien, quand je dis en rien, ils croient que ce qu'ils voient. Oui, que le visible. Que le visible, qui sont aussi, on va dire, héritier dans la société dans laquelle on vit, qui est, quand même, faut le dire, très cartésienne. Oui, qui est plus dans le monde de de l'analyse plutôt que d'être dans l'intérieur de soi. En fait, c'est souvent effectivement ce qu'on remarque, c'est que les gens sont souvent plus à l'extérieur, donc dans l'analyse de ce qui se passe à l'extérieur, plutôt d'être à l'intérieur de soi et de se reconnecter avec son soi intérieur. Tout à fait. Ouais. Et donc. Pas où j'en étais. En tout cas, oui, c'était par rapport oui, c'est ça, exactement. Je parlais de l'initiation. C'est ça. Donc, cette transmission, en fait, permet justement de se connecter à cette conscience spirituelle. Oui. Et du coup, le fait de se relier à cette conscience spirituelle nous permet effectivement après de faire des nettoyages. Donc, on parlait de nettoyage karmique, mais en fait, tout type de nettoyage. Parce qu'en réalité, quand on nettoie une vie antérieure, on nettoie cette vie-là, parce que le but, c'est cette vie-là. Mais effectivement, on a un héritage, que ce soit par nos parents, que ce soit par des vies antérieures, voilà. Et le nettoyage se fait, j'ai envie de dire, à tous les niveaux, quoi. À tous les plans. Sur tous les plans. Et effectivement, le Reiki, le but du Reiki est d'aller nettoyer la source ou l'origine de la problématique. Donc effectivement, quand on reçoit un soin, par exemple quand quelqu'un vient pour un mal de dos, eh bien le Reiki va aller là où il y a besoin. Ça m'est arrivé des personnes qui viennent parce qu'elles ont super mal aux pieds, parce qu'il y a quelque chose qui est tombé sur leurs pieds. Et quand je démarre le soin, je sens toutes les peurs de la personne. Et après, je demande à la personne, mais qu'est-ce qui s'est passé pour toi ? Et j'apprends qu'en fait, qu'elle a mis plusieurs heures avant de trouver le premier remède. Donc elle est passée par tout un tas de peurs avant de pouvoir en fait se soigner par mettre du sparadrap, etc. Et du coup, vu qu'il y a toutes ces peurs qui sont restées sur cette blessure-là, du coup cette blessure ne se guérit pas. Et donc en faisant le soin Reiki, on enlève, ou en tout cas on aide à enlever ces peurs, pour que c'est la personne qui finalement les enlève. On envoie une énergie, cette énergie enlève ces peurs, et du coup la personne s'auto-guérit toute seule. Et effectivement, cette énergie Reiki, le soin Reiki, cette particularité d'aider le système d'auto-guérison. D'accord. Et on a fait beaucoup de comparaisons avec le magnétisme. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu les différences qu'il y a avec le magnétisme ? Parce que c'est souvent la comparaison apparemment qu'on fait pour un peu pour expliquer effectivement de ce que c'est le Reiki. Donc on le compare souvent à du magnétisme, mais c'est pas du magnétisme en soi. Il y a des choses un peu plus fortes peut-être que le magnétisme, différentes. J'ai vu j'ai vu en tout cas que au niveau des impositions des mains, il y a quand même une procédure apparemment. Les mains ne s'imposent pas comme ça. On se laisse peut-être guider par l'énergie, mais en tout cas normalement il y a quand même des étapes à suivre. Donc ce serait peut-être la différence avec le magnétisme, et je te laisse en parler. Oui. La différence est peut-être plus grande. En tout cas, c'est intéressant. Moi, des fois, quand les personnes ne connaissent pas du tout le Reiki, je leur dis, ça ressemble extérieurement au magnétisme. Effectivement, en France, les personnes, quasiment tout le monde sait ce que c'est que le magnétisme, c'est-à-dire que c'est une approche qui se fait avec les mains. Avec les mains, on soigne. Alors, le magnétisme, c'est quelque chose de très, très riche, de très global. Donc, de comparer le Reiki à du magnétisme, ça dépend de quel magnétisme on parle. Un certain nombre de magnétiseurs utilisent leur propre énergie pour soigner. D'autres vont se relier également à une énergie universelle, peuvent se relier par exemple à l'énergie de Marie, à l'énergie de Jésus, vont se relier à une énergie particulière pour soigner. La particularité du Reiki, c'est qu'on va on va pas se relier à sa propre énergie, donc ça veut dire que quand on va faire un soin, on ne sera pas vidé. Un magnétiseur qui n'a pas appris à se relier à une énergie universelle, quelle qu'elle soit, va se vider. Donc, dans l'histoire, des grands magnétiseurs sont morts jeunes, parce qu'ils avaient une grande énergie, mais ils donnaient leur propre énergie. Et donc, du coup, ils se vidaient. Donc, c'est un des dangers du magnétisme. Mais il faut quand même constater qu'il y a beaucoup de magnétiseurs aujourd'hui, et depuis la nuit des temps d'ailleurs, se connectent à une énergie universelle.
Donc c'est une protection à avoir finalement, parce que ça c'est quelque chose je ne savais pas. C'est quand même une protection à avoir, parce que le fait de se vider effectivement énergétiquement, je savais que ça existait, mais par contre le fait que ça puisse effectivement vider même son espace, on va dire vital, ou en tout cas atteindre l'espace vital, ça j'en étais moins conscience, bien que je dirais que c'est lié effectivement, parce que quand on a l'énergie qui se vide, évidemment c'est les batterie aussi qui se vide, donc obligatoirement ça apporte une énergie en moins au corps, donc effectivement ça paraît logique effectivement que ça puisse atteindre aussi la santé par le fait que l'énergie se vide, mais comment on apprend comme ça à justement à se protéger et être en contact avec cette énergie universelle qui en fait c'est elle qui travaille, donc nous sommes que des intermédiaires ou qui permettent la guérison ou en tout cas le traitement ou le soin. Alors là, j'ai bien parlé du magnétisme. Oui. Pour les magnétiseurs qui ne se connectent pas à une énergie universelle, se vident. Oui. D'autres magnétiseurs ont cette technique, cette capacité à se connecter. Donc ceux-là, ils arrivent à soigner correctement, sans se vider. La différence une des différences déjà entre le magnétiseur fondamental magnétiseur et les soins Reiki énergétiques, c'est que le magnétiseur en général c'est un don. C'est pas quelque chose qui s'apprend. Ouais. Alors que le Reiki, ce qui est extraordinaire, c'est que n'importe qui, mais vraiment n'importe qui, j'en ai fait l'expérience avec un grand nombre de personnes, une fois qu'il est initié, il pose ses mains et il commence à soigner la personne, et elle a un résultat. Et c'est assez extraordinaire, parce qu'effectivement, pour des gens qui sont super cartésiens, ça leur montre qu'ils ont un pouvoir de guérison. Ouais. Pour eux, c'est quelque chose de grand qui s'ouvre. Une grande découverte. Il y a un changement dans leur façon de penser déjà, qu'il y a un monde invisible, qu'il y a de l'énergie, qu'il y a quelque chose qui se passe, qu'on peut soigner autrement que seulement par les médicaments. On peut se sentir bien d'autres façons. Il y a des façons alternatives qui sont bien sûr complémentaires. Il n'y a pas d'opposition quand je parle de ça. Et donc, dans le Reiki, pour dans le Reiki, pour se protéger, il n'y a pas vraiment de protection, parce que faire attention quand on parle de protection, de ne pas se fermer. Oui. Il y a l'avantage du Reiki, c'est qu'en fait, quand on reçoit cette initiation, on est connecté à cette énergie universelle, on devient canal. Oui. Et donc, en fait, quand on pose les mains, c'est cette énergie universelle, ou cette conscience spirituelle, cette énergie de conscience qui nous traverse, qui va aller sur la personne. Et c'est ce que la personne a besoin, que la personne va recevoir ce que la personne a besoin. Donc effectivement, on devient canal, channel en anglais, de ce qui est nécessaire pour la personne. Donc à un instant T, quand on commence le soin en Reiki, c'est finalement la personne qui sera traitée qui en fait dirigera un peu le type de soin qu'il faut faire. Alors elle va le diriger, mais de façon inconsciente. C'est-à-dire qu'en fait, quand elle va arriver, dans sa vibration, il va y avoir quelque chose à soigner. Soit quelque chose de conscient quand elle va arriver au début du soin, elle va dire voilà, j'ai des peurs, ou voilà, j'ai mal au dos, etc. Mais au-delà de ça, il y a dans sa vibration, dans son énergie, il y aura une coloration, et qui va communiquer de façon... Donc il y a un côté magique, mais c'est extraordinaire parce qu'on le remarque tous les jours. Et les mains vont partir là où c'est nécessaire. C'est-à-dire que le praticien va se mettre en état de méditation, appeler consciemment l'énergie Reiki, et poser les mains, et les mains vont aller là où il faut. Encore hier, j'ai donné un soin, et une personne m'a dit où elle avait mal. Elle m'a dit tiens, curieusement, t'es allé à cet endroit-là, j'avais oublié de te parler de mon coude, et t'es allé sur le coude. Donc en fait, mes mains partent là où il y a vraiment besoin. Donc et donc du coup, ça amène aussi une grande confiance. C'est-à-dire que l'énergie va là où il faut, la guérison se fait comme il faut. Donc en fait, on est aidé par l'univers. Et donc, une des différences qu'on peut dire aussi avec le magnétisme, c'est que l'énergie qu'on va appeler, elle est particulière. C'est une énergie de conscience, c'est une énergie intelligente. Et plus je pratique le Reiki, plus je constate que c'est vraiment une énergie qui, presque si elle parlait, c'est comme si elle avait une forme. Et elle va vraiment là où il faut. Et
Donc c'est un type particulier de ki, de prana, parce que elle est intelligente. Ouais. Elle va aller là où il y a vraiment besoin. Et justement par rapport à cette pratique, en combien de temps on peut guérir quelqu'un, ou en tout cas lui apporter un soulagement, parce que bon, guérir c'est un bien grand mot, mais en tout cas lui apporter un soulagement, je dirais pas un réconfort, mais en tout cas un vrai soulagement physique, parce que c'est le plus important aussi, de pas forcément souffrir quand on est malade. Et parfois il y a aussi des choses, je vais pas dire qu'ils sont inguérissables, mais presque. Il y a des cas qui sont particulièrement difficile, ou qui demandent peut-être plusieurs, voire des années de séances. Est-ce que tu as un exemple, par exemple, à nous citer sur un cas peut-être un peu extrême ou particulier, qui a pris beaucoup de temps et qui a demandé peut-être plus qu'un nettoyage, mais des choses peut-être plus en profondeur? Alors, ce que j'ai vu aussi sur le Reiki, c'est que il y a les impositions évidemment avec 2 mains, mais les impositions avec 4, voire 8 mains, je crois, si j'ai bien suivi. Alors ça c'est autre chose, oui. mais c'est vrai que la personne qui a 8 mains, ça veut dire que pour le dire clairement, ça veut dire qu'il y a 4 personnes sur la même personne. C'est ça. Moi, je le fais pas. Il faut vraiment que la personne soit à l'aise. Il faut pas qu'elle se sente étouffée par 4 personnes autour d'elle. Mais pourquoi pas, hein, tout est possible finalement. Par 2 personnes qui font sur la même, bien sûr, ça se fait sans problème. Ça permet d'aller peut-être plus vite et d'amener plus d'énergie pour la personne. Après, combien de temps? Effectivement, ça dépend de ce que la personne a envie ou a besoin ou envie de libérer, de guérir. Tout dépend ce qu'elle porte. Par exemple, une douleur, un mal de tête, quelqu'un qui vient qui me dit qu'elle a un mal de tête depuis une semaine. Si une mal de tête, c'est dû à parce qu'elle est en colère par rapport à quelque chose, parce qu'elle est contrariée, et par rapport et que le soin Reiki va lui permettre de prendre suffisamment de recul, permettre de libérer, de se mettre en tendresse par rapport à une situation, parce que le Reiki permet aussi ça, d'attendrir la personne, et du coup, elle n'est plus dans un conflit intérieur ou dans une situation, et du coup, un soin peut suffire à ce moment-là. Par contre, effectivement, j'ai reçu par exemple des personnes qui sont dans une profonde dépression, une profonde dépression, et ça c'est toute une vie, j'ai envie de dire, à guérir. Et là, ça peut prendre 6 mois, 1 an pour qu'il y ait vraiment un changement. Mais le changement reste relativement rapide. 6 mois, c'est pas grand-chose quand une personne a souffert, j'ai envie de dire, toute sa vie, ou toute sa vie, qui a un blocage, qui l'a bloqué toute sa vie dans son travail, dans ses relations. Et j'ai aussi reçu des personnes qui vont dans des hôpitaux psychiatriques et qui viennent, et que ça leur permet de sortir de l'hôpital psychiatrique, ou en tout cas de pas y revenir. C'est extraordinaire. Alors justement, je suis en train de penser à une hypnothérapeute qui est venue ici à Claire-Rubercal, justement, qui nous avait dit qu'elle, dans l'hypnothérapie, elle ne prend pas les cas, effectivement, genre de personnes qui ont des soucis psychiatriques. Est-ce que toi, par exemple, dans le Reiki, parce que après chaque domaine a sa particularité, donc chaque traitement ou chaque soin qu'on va prendre dans tel ou tel, si on décide de prendre le Reiki ou le Shiatsu ou même en médecine traditionnelle chinoise, après ça dépend vers quoi la personne va se diriger. Est-ce que dans le Reiki il y a on va dire des limites, parce que là effectivement dans l'hypnothérapie apparemment c'est conseillé de pas faire ces traitements là sur des personnes qui ont des dérangements psychologiques ou psychiatriques. Est-ce que c'est le cas? Apparemment, c'est pas le cas en Reiki. En fait, dans le Reiki, ce que j'ai envie de dire, déjà, il faut que la personne soit en demande. C'est-à-dire que si la personne qui vient me voir parce que son frère ou parce que son ami lui a dit vas-y, lui a mis une pression pas possible pour qu'il y aille, là, à mon avis, je suis pas certain qu'il va se passer grand-chose. Ça dépend. En même temps, j'ai envie de dire, je fais confiance aussi à la vie. C'est-à-dire que si la personne a réussi à franchir la porte, qu'elle n'a pas eu un autre rendez-vous, qu'il ne s'est pas passé autre chose, ça veut dire qu'il y a une rencontre qui doit se faire. Après, est-ce que là, on va réussir à arriver vers la guérison? Est-ce que ça va simplement avoir un déclic pour la personne qui va se dire, tiens, il y a autre chose qui est possible. Je suis sur comme on dit souvent, on parle l'image du disque rayé, mais il y a peut-être autre chose qui est possible. Si la personne peut
verser quelques larmes, ressentir un peu de tendresse, même si ça va pas tout débloquer, mais si elle peut retrouver un peu d'amour pour elle-même. Déjà, pour moi, c'est un grand pas c'est quelque chose de grand qui est réussi pour la personne. Ouais. Et peut-être qu'elle sera prise en charge par d'autres techniques, par d'autres méthodes, pourquoi pas. Mais si déjà, ça lui permet au moins de retrouver une part d'elle-même, de retrouver de l'amour d'elle-même, parce que la problématique, j'ai envie de dire, la plupart qu'on recherche quand on vient sur Terre, c'est d'arriver vraiment à s'aimer, mais à aimer toutes les parts de soi. Et voilà. Bah, surtout quand on part du principe qu'on est tous interconnectés, donc dans la logique, on va dire, de cette interconnexion, l'idéal ou en tout cas la manière dont on devrait vivre, c'est effectivement d'avoir de l'amour pour tout le monde, de l'amour pour soi évidemment en premier, mais aussi de l'amour pour tout le monde et de l'amour universel et inconditionnel. C'est pas forcément évident. Je donnerai ultérieurement les coordonnées, mais je sais qu'il y a des cercles justement de ce qu'on appelle des cercles de pardon qui existent. Donc j'ai pas tous les éléments là encore en main, mais certainement ultérieurement je donnerai les éléments pour les auditeurs. Et ça, c'est des cercles qui existent en fait où on peut apprendre à se pardonner déjà soi-même, parce que c'est pas forcément évident. Moi, je voyais le pardon effectivement plus du côté extérieur, mais pas forcément intérieur. Et c'est vrai que finalement, si on se traite déjà soi en premier, c'est déjà énorme. Et c'est en réussissant aussi à se traiter soi-même et à se pardonner soi-même qu'on peut effectivement après explorer le pardon à l'extérieur, le pardon envers ceux qui nous ont peut-être porté préjudice ou fait du tort inconsciemment, parce que parfois les personnes qui vous font du tort n'ont pas forcément aussi conscience du tort qu'ils vous font, et il faut savoir aussi lui pardonner. Donc c'est vrai que ces cercles de pardon, je trouvais ça assez extraordinaire, sans en excluant effectivement le côté religieux. Là on est dans dans une idée plus spirituelle et universelle. Donc ça peut permettre effectivement de travailler sur soi et de pouvoir exprimer aussi peut-être un pardon qu'on peut pas forcément dire à quelqu'un parce que on est arrivé au point de plus le voir ou parce qu'il est plus là. Ça aussi c'est pas forcément évident, parce que après je sais pas si il faut aller voir la personne pour pouvoir lui pardonner. J'ai par exemple André Siméon qui disait que c'était toujours mieux de rencontrer la personne qu'on veut pardonner, d'aller la voir. C'est pas forcément évident quand même d'aller voir la personne qui vous a fait du mal, et surtout si effectivement la personne n'est plus là. Donc là évidemment définitivement on peut pas la voir physiquement, mais effectivement quand la personne est encore vivante, c'est quand même difficile de faire cette démarche, d'aller voir la personne et lui dire écoute voilà, je te pardonne. Et c'est quand même je dirais assez conséquent quand même. En fait, le pardon, c'est un don d'amour, en fait. Oui, mais est-ce que dans le Reiki, vous conseillez aussi comme ça éventuellement de faire cette démarche, d'aller voir des personnes qui vous ont fait du mal et d'aller les voir, de leur demander, de leur dire pardon. Voilà, évidemment, tu m'as fait du mal, mais je te pardonne. Aujourd'hui, voilà, je veux revenir sur d'autres choses, d'autres éléments, d'être dans l'amour inconditionnel. Est-ce que dans le Reiki, vous conseillez ce genre de démarche ou vous en parlez pas? Alors déjà, en fait, dans les soins Reiki, tout dépend de ce que la personne va venir rechercher. Si une personne qui vient juste pour un mal de dos, c'est sûr, je vais pas l'inviter à faire un pardon. Par contre, effectivement, les personnes peuvent aussi venir pour un accompagnement. Donc un accompagnement, justement, une personne qui va dire, j'ai des difficultés dans mon travail, j'ai des difficultés dans ma famille, soit avec mes enfants, soit avec mes parents, avec des cousins, ou peu importe. Là, effectivement, j'ai envie de dire que c'est du cas par cas. Et effectivement, à travers le Reiki, ça peut être aussi inviter, pourquoi pas, la personne à pardonner, tout à fait. Ce serait, en fait, d'aller jusqu'à voir la personne, c'est concrétiser l'acte. Mais à mon avis, il n'y a pas de règle. Pour moi, c'est au cas par cas. Si la personne arrive à ressentir le pardon en elle-même, elle n'a pas forcément besoin d'aller voir la personne. Après, c'est vraiment au cas par cas. C'est vrai que de voir la personne, c'est un acte concret, c'est quelque chose. Et donc, peut-être, ça permet de mieux l'ancrer dans sa chair, de mieux l'ancrer en soi, d'aller au bout, quoi.
Parce qu'il y a beaucoup de techniques qui existent. Il y a même le fait d'écrire, par exemple, une lettre aux personnes qu'on a connues dans sa vie et qui vous ont fait peut-être du mal ou vous leur en voulez pour X, Y raison, qui est justifiée ou pas. Mais le fait de l'écrire et puis éventuellement de l'effacer ou de brûler même le papier, on dit que c'est bien de le faire, quoi, avec des mots justes, avec des mots qui résonnent en vous. Donc c'est un acte écrit, mais ça n'a rien à voir avec le fait de le dire oralement, mais ça peut en faire partie. Est-ce que dans le Reiki on propose aussi ce type de choses ou pas? Alors dans le Reiki, pas forcément. En fait, personnellement, j'accompagne aussi les gens dans leur évolution. Je propose aussi ça aux personnes. Donc c'est pas quelque chose qui fait partie du Reiki. Oui. En fait, le Reiki, c'est vraiment cette méthode de soins énergétiques par imposition des mains. C'est aussi les initiations. Mais effectivement, si pendant l'enseignement ou pendant les soins, la personne rencontre quelque chose, je vais aussi l'aider par, on va dire, par mon expérience, par tout mon cheminement. Oui. Sur ces choses-là, c'est-à-dire pourquoi pas effectivement écrire des choses pour, on va dire, couper tous les liens toxiques qu'il peut y avoir avec certaines personnes, pour ne garder que les liens d'amour. Alors, c'est très intéressant ce que tu dis, Mehdi, parce que justement, les liens toxiques, c'est les liens effectivement que vous avez avec des personnes qui vous ont fait du tort ou des personnes à qui vous êtes un peu en discorde. Et donc là, c'est vraiment important ce que tu dis, parce que justement, c'est des liens toxiques, c'est-à-dire que effectivement, l'amour crée des liens. Et la haine ou la jalousie crée des liens. Et ce sont, eux, des liens toxiques, alors que l'amour inconditionnel, universel, ça permet justement au niveau vibratoire de pouvoir être mieux et plus en harmonie. Et ces liens toxiques, effectivement, parce que, je sais pas, quelqu'un dans la rue va peut-être vous accidenter ou parce que on a fait du mal à votre famille pour X, Y raison. Ces liens-là, il faut effectivement savoir pardonner à ces personnes et être dans d'autres états vibratoires. Et ça, c'est très compliqué. C'est des liens toxiques, ce qu'on appelle des liens toxiques, mais c'est des liens des fois qui vous arrivent peut-être pour faire un travail sur vous. Et... En fait, il n'y a pas de hasard. Je reviendrai peut-être tout à l'heure, mais il y a un rituel que j'ai appris qui s'appelle rituel du Sa, qui est un rituel tibétain, qui est un rituel extrêmement puissant. Ça s'écrit comment, ça? SA, tout simplement. D'accord. Qui m'a été transmis donc par une personne en Belgique, j'ai plus le nom en particulier, mais qui m'a été retransmis par Marc Signorini, qui le transmet aujourd'hui en France, en Europe. Qui a un rituel en Belgique. Elle s'appelle Anne, mais son nom de famille, je m'en souviens plus. D'accord. Désolé. On en aura peut-être ultérieurement à nos auditeurs Armada une prochaine fois. Et donc c'est un rituel extrêmement puissant qui permet vraiment de couper tous les liens toxiques et pour ne garder en fait que les liens d'amour. Et ce rituel, il correspondra à quoi exactement? En fait, c'est un rituel d'origine tibétaine, donc il s'appuie aussi sur des mantras. Il s'appuie aussi sur le fait, effectivement, ça passe aussi par l'écrit, ça passe par le ressenti. Après, c'est un rituel, donc il est difficile d'en parler comme ça à la radio, si ce n'est c'est un rituel qui va aller vraiment couper tous les liens toxiques de façon très puissante, et on peut le faire sur soi-même ou sur les autres. D'accord. Ça prend combien de temps ce rituel? J'imagine que ça se fait pas en 5 minutes. Ça prend pas très longtemps. Ça prend le rituel en lui-même, ça prend 2 heures. Ah oui. Et vraiment, après le rituel, on est vraiment transformé. C'est un des rituels les plus puissants que j'ai vu. D'accord. Et pourtant, j'en ai vu des rituels. J'étais très, très souvent en Inde. J'ai vu beaucoup de choses. C'est peut-être le rituel le plus puissant que j'ai pu rencontrer aujourd'hui, quoi. Et par contre, sur Paris, toi, tu proposes ce rituel ou Je propose ce rituel. Je ne l'enseigne pas. Je ne le transmets pas aujourd'hui. Par contre, je propose à des personnes qui vivent des liens toxiques avec d'autres personnes. Mais en fait, c'est avec toute situation. Finalement, on peut aussi couper des liens avec soi-même. Ça peut être aussi avec le monde du travail. Ça peut être avec... mais vraiment...
tout est possible avec avec sa voiture, avec tout, avec ses parents, avec alors avec sa voiture, je vais juste préciser aux auditeurs que la voiture, c'est par exemple quand vous trouvez pas de place et que vous êtes énervé, vous dites mais vraiment zut, je trouve jamais de place. Et en fait, il faut être dans l'autre optique en disant je vais trouver une place, je vais demander à l'univers et une place par miracle se fait devant vous quasiment. Ça peut arriver souvent. Moi, je connais une personne dans mon entourage, je sais pas comment elle fait, elle va être sûrement dans cet élément-là, mais elle a toujours une place, même dans les cas les plus incroyables qui soient, et jamais on lui enlève la voiture parce que des fois on lui dit mais c'est pas possible, ta voiture elle va se faire enlever. Ben non, elle est incroyable. Comme quoi le monde invisible existe. Mais oui, non mais c'est là où on se dit effectivement, oui. Et en fait, le monde est à l'image de ce qui se passe en nous. Le monde est à l'image de ce qui se passe à l'intérieur de nous, c'est-à-dire ce qu'on vit et n'est en fait que la concrétisation, que l'incarnation de ce qu'on vit à l'intérieur. C'est-à-dire, si on porte une haine en soi, une colère en soi, on va rencontrer des personnes qui portent la même chose et donc on va vivre des situations douloureuses. Lorsqu'on va débloquer ça, on va comprendre cela, on va faire le pardon en soi, on va débloquer ça et on va rencontrer des situations beaucoup plus heureuses. Et ça arrive, il y a des femmes ou des hommes dans leur couple, ils rencontrent toujours le même type de personnes. Ils se posent la question pourquoi. Pourtant, intérieurement, ils disent mais non, ça, plus jamais. Et ça se répète, ça se répète, ça se répète. Et effectivement, donc ça invite à un nettoyage intérieur. Et en même temps, c'est une chance parce que toutes ces situations, même difficiles, d'agression, de choses comme ça, c'est une invitation à se dire mais qu'est-ce que j'ai en moi aujourd'hui ? Qu'est-ce que je laisse vivre en moi ? Ça Et quand on se pose cette question, on prend les choses avec beaucoup plus de recul, donc c'est plus facile de vivre. Alors que si on subit une agression, on dit ah mais il m'a agressé, etc., et on rentre dans la violence, etc. Mais si on se dit bon, voilà, là je peux apprendre quelque chose. Ça ne veut pas dire qu'il faut se laisser faire. Bien sûr. Mais simplement, c'est important d'apprendre des situations de la vie. Et du coup, on vit la vie différemment. Il y a une chose qu'on dit assez souvent dans les émissions justement de bien-être sur la radio Armada, c'est d'être acteur de sa vie et d'être co-responsable de sa vie, de prendre sa vie en main, de ne pas faire la victime et de se dire effectivement je suis responsable de ma vie, je suis le créateur de ma vie et je décide au jour d'aujourd'hui maintenant d'être heureux par exemple. Et ça, le fait de se le dire tous les jours, d'en prendre conscience tous les jours, petit à petit, je dis pas que du jour au lendemain on a une vie tout en rose et on devient ce qu'on veut devenir, mais en tout cas c'est un cheminement progressif, étape par étape, qui permet effectivement de prendre conscience qu'on peut agir sur sa vie et avoir un mode, une façon de voir les choses différemment. Ça vient petit à petit, mais effectivement, je l'ai vécu entre autres dans ma vie, donc je peux en parler. Et c'est vrai que c'est des ouvertures incroyables, des opportunités dont on n'avait même pas pensé, des gens que jamais vous aurez imaginé rencontrer. Donc c'est vraiment une qualité de vie qui est différente et ça vient petit à petit, ça s'installe petit à petit dans votre vie, mais il faut vraiment prendre conscience que c'est possible et que même si on a l'impression d'être une goutte d'eau dans l'océan, chaque goutte d'eau de l'océan compte. On est tous différents, on a tous un ADN différent et c'est important de se dire que on est irremplaçable. Ça, c'est aussi un élément qui est important à souligner. Tout à fait, je te rejoins tout à fait, Lucia. Et effectivement, irremplaçable, en fait, on est unique. Voilà. Ça, c'est extraordinaire de savoir qu'on est unique dans cet univers-là. Et c'est-à-dire qu'on a quelque chose à apporter au monde. Et le fait d'en avoir conscience, j'ai quelque chose à amener au monde, donc je suis quelqu'un d'unique et que j'ai quelque chose de beau à apporter au monde, eh bien on peut déjà s'aimer et en plus on fait ce qu'on a à faire. Et quand on commence à faire ce qu'on a à faire sur Terre, on commence à être fier de soi-même. Et là, effectivement, on sort complètement de la victimite. C'est terminé, on n'a plus envie d'être une victime, on a envie d'être acteur. Et c'est hyper important, effectivement, de sortir de la victime. Tant qu'on est victime, il ne peut rien se passer. Mais rien du tout. C'est une clé. C'est aussi pour ça que l'important effectivement quand on est en souffrance et quand on est en plus on souffre physiquement et mentalement, c'est effectivement d'être avec les bonnes personnes. Mais quel que soit le traitement qu'on fait, quelles que soient les personnes qu'on va voir, c'est important aussi de ne pas toujours
compter sur la personne. C'est ce qu'on a vu aussi dans les différentes émissions de bien-être, c'est qu'effectivement l'action aussi du malade est de se dire je prends ma vie en main et je décide de guérir et de rentrer dans la guérison, et en tout cas de soulager mes maux et de prendre soin de moi, soin de mon corps, c'est hyper important. C'est-à-dire qu'il y a des personnes effectivement qui peuvent venir peut-être te voir ou voir d'autres personnes dans le bien-être et ils n'ont jamais de résultats parce qu'effectivement elles peuvent aller voir toutes les personnes les millions de propositions qu'on peut lui faire, que ce soit au niveau de médecine classique occidentale ou des médecines parallèles. Elles peuvent voir tous les plus grands. Malheureusement, si elle ne se dit pas elle-même que elle a une part de responsabilité dans son mal-être, il n'y a pas de guérison possible. Enfin, la prise de conscience aussi à ce niveau-là est importante. Tout à fait. En fait, on est la seule personne qui va se guérir soi-même, c'est nous-mêmes. Maintenant, c'est vrai que quand on va voir quelque chose, on va voir quelqu'un. En fait, son rayonnement, en fait, ce qu'il a lui, en fait, ce qui est important, c'est que ce que la personne elle a ouvert en elle. Ouais. C'est-à-dire le chemin qu'elle a fait. Et le fait qu'elle ait fait ce chemin-là, ça va avoir un impact. Par exemple, moi, quand j'étais en Inde, que j'ai vu un grand maître qui s'appelle Sri Tatata, quand j'ai vu pour la première fois, son rayonnement d'amour a permis, en fait, c'était en 2004, ça m'a permis de mettre en paix avec la spiritualité ou avec mes traditions spirituelles. Ouais. Pour moi, en 2004, la spiritualité, c'était plus la religion à ce moment-là. Il y avait la religion musulmane et la religion chrétienne, parce que j'ai mon père marocain et ma mère anglaise. D'accord. Donc pour moi, c'était de l'histoire, quoi. C'était pas vraiment quelque chose de vrai. Et quand j'ai vu cet être spirituel qui n'était ni musulman, ni chrétien, ça a réveillé mes cellules. Et donc en fait, c'est ça qui est intéressant. Comme cet être, lui, il est éveillé, il a pleinement éveillé sa spiritualité, il a eu un impact sur moi. Parce qu'en fait, il a tracé tout un chemin. Et c'est pour ça que, comme tu disais tout à l'heure, on est tous connectés. Ouais. Donc quand il y a une personne qui s'ouvre, en fait, il ouvre la voie aux autres. Ouais. C'est pour ça qu'on fait ce chemin ensemble. Donc il est toujours intéressant, quand une personne s'ouvre, les autres en bénéficient. Et en Inde, on parle souvent de ce terme Sangha, qu'on peut traduire par communauté, c'est-à-dire en fait, on chemine ensemble. Et effectivement, personnellement, je fais partie d'une Sangha ou de personnes qui cheminent ensemble, et vraiment on remarque quand quelqu'un arrive à ouvrir quelque chose en lui, dépasse quelque chose, c'est beaucoup plus facile pour les autres. Ouais. Et c'est aussi vrai quand on va voir, on va dire, un guérisseur ou un thérapeute. Si le guérisseur ou le thérapeute, il n'a pas fait ce chemin-là, il peut rien apporter, mais vraiment rien. Parce que on ne peut pas transmettre une technique. En réalité, on transmet un état d'être. Ouais. On transmet ce qu'on a ouvert en nous. Mais en tout cas, c'est super intéressant ce que tu dis, Mehdi, parce que justement, la dernière fois, c'était avec Poumilesco, il y a une quinzaine de jours, et on a dit une chose qui est très importante, parce que de plus en plus, on remarque quelque chose qui se passe vibratoirement en ce moment, c'est qu'on a de plus en plus d'éveil de Kundalini, c'est-à-dire de personnes qui prennent conscience de leur, on va dire, leur capacité multidimensionnelle, et en général, dans ces cas-là, il vaut mieux, entre guillemets, être accompagné ou être avec des personnes qui vivent un peu le même genre de choses. Il y a une personne aussi très intéressante à voir sur YouTube qui s'appelle Christophe Alain, avec 2 L pour Alain, qui explique très bien cet éveil Kundalini. Et partout dans le monde, apparemment, il y a beaucoup d'éveil, beaucoup plus en tout cas qu'avant. Il y a beaucoup plus d'éveil, et effectivement ce qu'on a vu il y a une quinzaine de jours avec Poumilesco, c'est que, et ça on en avait déjà parlé, c'est-à-dire que toutes les pas les religions, mais on va dire plutôt tout ce qui était hermétique, en fait les rites hermétiques sont de plus en plus accessibles au commun des mortels, on va dire. C'est-à-dire que de plus en plus, il y a des rituels hermétiques qui s'ouvrent de plus en plus à tout le monde, alors qu'avant c'était des choses un peu gardées pour effectivement pour le sauver, en fait, tout simplement, parce que si ces choses-là avaient été sues avant, certainement on aurait essayé de les détruire. Heureusement, au jour d'aujourd'hui, maintenant, je dis pas que
c'est pas des religions, mais c'est plutôt des rites hermétiques, sont pas forcément tous accessibles, mais en tout cas, il y en a une partie qui s'ouvre de plus en plus. Est-ce que tu peux nous confirmer ça, Mehdi ? Complètement. Au début, pour prendre simplement un exemple tout simple, dans les années 80, quand une personne faisait du yoga, elle était susceptible d'appartenir à une secte. Oui. Alors qu'aujourd'hui, le yoga était vraiment à la mode, ça ne viendrait pas à l'esprit. En plus de ça, il y a encore des gens qui font la confusion, mais il faut bien comprendre que le yoga, c'est comme de la gymnastique, mais avec une spiritualité en plus qui est abordée. Mais c'est pas forcément la spiritualité qui est en avant, mais il faut pas oublier que le yoga, ce sont des postures comme des postures de gymnastique. Donc c'est très physique et ça m'est arrivé d'en faire, mais c'est pas forcément évident. En fait, c'est effectivement des postures physiques. Mais c'est différent de la méditation, c'est ça que je voulais dire en fait. C'est différent de la méditation. Souvent, les personnes peuvent faire la confusion. C'est des postures. Alors, en ce qui concerne le Hatha Yoga, c'est des postures en mouvement, donc où il y a vraiment, on doit faire travailler notre corps et on s'appuie sur le souffle pour aller libérer les tensions qu'il y a dans notre corps. Et comme notre corps comprend toute la mémoire de tout notre être, en libérant des blocages, des tensions dans notre corps, on arrive à se libérer. Donc pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, qu'effectivement, de plus en plus de connaissances. Quand on va à la FNAC, on trouve multitude de livres qu'on ne pouvait pas trouver il y a une trentaine d'années. Et au-delà de ça, on a accès à tout un tas de pratiques. Merci aux années 60, ce qui s'est passé en 68, merci aux hippies qui ont été en Inde, merci aux Beatles qui ont été en Inde ramener des choses, donc merci à tous ces prédécesseurs qui ont été avant nous et qui ont permis en tout cas d'ouvrir une porte. Et effectivement pour nous aujourd'hui c'est beaucoup plus facile. Il y a des cours de yoga dans tous les coins de rue et on a aussi accès à des rituels très forts et très puissants, comme par exemple le rituel du Sa dont je parlais tout à l'heure, mais également les initiations Reiki. Avant 1980, il y avait très peu de maîtres Reiki. Aujourd'hui, il y en a 1 million. Alors ce qui est quand même incroyable, ce qu'il faut savoir, c'est que juste après la Seconde Guerre mondiale, et je crois qu'il y avait que 22 Reiki, ou c'est peut-être avant la Deuxième Guerre mondiale, mais je crois qu'il n'y avait que 22 Reiki qui sont partis ou qui sont arrivés aux États-Unis, je sais plus exactement. Alors, mais c'est quand même incroyable effectivement que le Reiki qui était presque sur la voie de l'extinction, c'est-à-dire que ça aurait pu ne jamais exister, finalement est devenu maintenant important. L'expansion a vraiment démarré en 1980, parce qu'avec toutes les richesses qu'a apporté Takata, elle a aussi apporté des limites. Notamment, elle disait le Reiki grosso modo n'existait plus au Japon, que c'était la seule maître Reiki qui existait. Et en fait, elle a commencé à initier, c'est-à-dire à transmettre tout l'enseignement seulement à partir des années 70. Et elle l'a transmis à 20 personnes, c'est-à-dire effectivement jusqu'à 1980, hormis au Japon, il y avait 20 maîtres Reiki. Et elle a amené une limite dans le sens où ça coûtait très cher d'avoir maître Reiki, de devenir maître enseignant, d'avoir tout l'enseignement. Et après les années 80, au départ de l'autre côté de Madame Takata, les personnes ont permis à ce que le Reiki devienne beaucoup plus accessible. Et donc le souffle du Reiki a pu se répandre. Ce souffle, c'est ce souffle qu'a amené Mikao Usui, parce qu'en fait, il avait une telle soif de transformation que cette soif de transformation a dépassé les barrières culturelles du Japon. Parce que pour que quelque chose comme le Reiki puisse sortir du Japon, avec la fermeture déjà du Japon, la fermeture due aux conditions de l'époque, c'est-à-dire qu'il avait une telle soif d'ouverture, de transformation, du coup c'est sorti du Japon et que ça a pu se répandre dans le monde entier, et qu'aujourd'hui on est plus d'1 million de maîtres enseignants Reiki, plus de 4 millions de personnes qui pratiquent régulièrement le Reiki, donc c'est énorme, et donc c'est magique, c'est extraordinaire. Et donc effectivement aujourd'hui on a accès à une multitude de méthodes, de techniques d'évolution, de transformation. On est vraiment à une époque où tout va vite, mais pas seulement, on parle souvent de tout va vite au niveau scientifique, au niveau technique, mais non, tout va vite au niveau du changement intérieur, de toutes les transformations intérieures qu'on peut faire. Et j'aime bien la phrase qui dit que quand le disciple est prêt, le maître arrive. Et voilà. Donc les maîtres, ils sont là.
Et bien sûr, quand je dis maître, je parle de personne qui maîtrise ou une personne qui a fait un chemin. Quand il n'y a pas ce maître du grand gourou. C'est vraiment la personne qui peut transmettre quelque chose, qui a quelque chose à transmettre dans la libération, quelque chose à transmettre pour aller vers l'amour, pour s'aimer soi-même. C'est dans ce terme-là que j'entends le mot maître, quoi. Et il y a deux choses que j'aimerais voir avec toi. C'est que tout à l'heure tu disais pour le Reiki, on pouvait soit le faire en étant initié, soit en ayant un thérapeute qui pratique le soin. Est-ce que le fait justement d'être initié, ça permet aussi de s'auto-guérir? Alors, effectivement, le fait d'être initié, on devient autonome dans son évolution intérieure. Ouais. Parce qu'en fait, quand on est initié, on peut faire soit le soin sur les autres, soit sur soi-même. Donc, ça devient une pratique quotidienne qu'on fait sur soi-même. Donc, on se connecte à cette énergie spirituelle et on pose ses mains là où on sent que c'est bien, là où on a mal, là où on sent qu'il y a un blocage. Et donc, du coup, on se met à, effectivement, en aide son auto-guérison. D'accord. Et ça, c'est une partie importante. Et aussi, en fait, quand on fait un soin sur quelqu'un, en réalité, on en bénéficie aussi. C'est-à-dire que le praticien, en même temps qui fait du bien à l'autre, il se fait du bien à soi-même. Parce qu'en fait, cette énergie nous traverse. Et quand elle nous traverse, elle nous oblige à grandir, elle oblige à libérer des choses, quoi. C'est aussi l'échange, ce que je vois aussi dans les différentes techniques qui sont abordées ici à l'émission Bien-être sur Radio Armada, c'est que l'échange se fait entre le thérapeute et la personne qui vient se procurer les soins du thérapeute. Il y a vraiment un échange, en fait, ça va pas seulement dans un sens, ça va vraiment dans les deux sens, c'est-à-dire que le malade apporte au thérapeute et l'énergie circule, en fait, c'est ça. Donc le thérapeute effectivement apporte ses soins au malade, mais le malade aussi, en recevant les soins du thérapeute, fait un échange avec son thérapeute, et effectivement c'est vraiment une énergie qui circule. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que quasiment tous les thérapeutes qui sont venus sur cette antenne ont pu effectivement parler de cet échange qui existe vraiment avec les personnes qu'on traite. Tout à fait. Il n'y a vraiment pas de hasard. Ouais. La personne qui arrive, elle vient bien sûr pour bénéficier du cheminement de notre expérience, mais grâce à ces personnes-là, elle nous invite à grandir. Parce que si on ne grandit pas, si on n'est pas dans ce mouvement d'évolution, on peut en réalité rien transmettre, ou sinon quelque chose de technique qui ne va pas emmener très très loin. Ouais. Donc effectivement, les personnes, je remercie toutes les personnes qui peuvent me voir, parce qu'elles m'invitent aussi à évoluer. Oui, complètement. Et la deuxième chose que je voulais voir aussi avec toi, parce que justement, on m'a donné une phrase, et cette phrase-là, on m'a toujours dit que ça venait du Reiki. C'est-à-dire que, a priori, si j'ai bien compris, il y a effectivement l'imposition des mains, il y a effectivement l'énergie universelle qu'on utilise pour transmettre, qui est fondamentale dans le Reiki. Et est-ce qu'il y a aussi ces phrases, il y en a une que je vais te citer qui peut-être va te dire quelque chose, qui est pour mon bien-être, pour le bien-être de tout le monde, en harmonie avec l'univers. Et ça, on m'a dit que ça toujours, que c'est une phrase Reiki. Est-ce que c'est, j'imagine que dans cette méthodologie de Reiki, il y a certainement des phrases qu'on utilise, soit mentalement, ou soit en les disant à haute voix peut-être. Alors effectivement, Mikao Usui, en fait, dans son enseignement, il a amené 5 préceptes ou des idéaux, et parmi ces préceptes, il y a juge pour aujourd'hui, en fait, ne te mets pas en colère, juge pour aujourd'hui, sois bienveillant avec les autres, juge pour aujourd'hui, sois dans la gratitude. Juge pour aujourd'hui, travaille honnêtement. D'accord. Je sais pas si j'en suis à 5 ou non. J'ai du mal à suivre là. Je crois que c'est 4, ça doit faire 4. Ouais, donc il y en a une autre, mais en tout cas, et puis ces préceptes-là ont peut-être été des fois un peu modifiés par les personnes, et du coup on arrive à la phrase que tu m'as dit tout à l'heure, effectivement, où effectivement c'est d'être en harmonie avec le monde entier, avec l'univers. Parce que effectivement, comme c'est vrai que l'énergie universelle est très importante dans le Reiki, et qui c'est vraiment utilisé dans cette phrase-là, ça permet de se dire qu'on est fondamentalement dans l'énergie, en harmonie avec l'univers, et là on amène une force universelle qui fait que on se sent beaucoup mieux.
Ça, on peut le voir tous les jours. C'est vrai que si on répète ce type de phrase, on peut très bien dire, par exemple, tous les jours, de jour en jour, je vais de mieux en mieux, pour mon bien-être, pour le bien-être de tout le monde, et en harmonie avec l'univers. Et là, on se dit vraiment, si en plus de ça, on y apporte une visualisation, c'est vrai que ça aide au quotidien. En fait, on se reprogramme de façon positive, parce qu'effectivement, si on fait pas d'effort intérieur, c'est-à-dire si on laisse le pilotage automatique, on va laisser toutes les choses négatives venir. C'est pour ça que le changement, l'évolution, on dit que des fois que c'est simple, mais c'est pas facile. C'est-à-dire que c'est pas forcément évident. Ça peut se faire, mais c'est pas évident. Ça demande un effort. Mais l'effort, il n'est pas non plus insurmontable. Faut pas que ce soit forcé aussi. Souvent, on dit que ça doit venir naturellement, petit à petit. Alors oui et non, tout dépend de ce qu'on rencontre. Si on rencontre quelque chose de pénible dans sa vie, là ça demande vraiment de faire un effort pour le dépasser. D'accord. Alors en fait, tout dépend de la situation. Il y a un juste milieu effectivement à trouver. Le risque, si on dit toujours petit à petit, c'est qu'on tombe dans le confort, et les Occidentaux aiment bien le confort. Et du coup, il va y avoir effectivement une évolution. C'est aussi quand je dis ça, effectivement, c'est vrai ce que tu dis, Mehdi, c'est effectivement les Occidentaux aiment bien le confort. Je suis entièrement d'accord avec ça. Mais le fait c'est que parfois, en forçant les choses, on peut avoir aussi un clash. Et le clash peut être pas récupérable entre guillemets. Des fois, on peut arriver à une phase irréversible où ça peut être préjudiciable pour la personne qui force. Il y a une différence effectivement de forcer. Il y a une différence entre forcer et faire un effort. Un athlète qui veut gagner une course, il va faire des efforts. Par contre, on aura beau forcer quelqu'un qui n'aime pas courir, il se passera rien. Mais un athlète qui a envie vraiment d'y arriver, de courir le 100 mètres, il va faire des efforts. C'est pareil, si demain, une personne elle se dit, j'ai vraiment envie de vivre le bonheur, moi je suis venu sur Terre pour vivre le bonheur, j'en ai marre de souffrir, il va faire des efforts parce qu'il est motivé. En fait, quand on fait ce qu'on aime, quand on fait sa passion, l'effort, en fait, il vient tout seul. Parce qu'on a toujours cette image négative de l'effort. Où ça demande beaucoup de travail. Et d'ailleurs, le mot travail vient de torture. Et c'est vrai, on a été conditionné par ça. Et en réalité, l'effort, quand on fait l'effort et quand on fait ce qu'on aime encore, en fait, l'effort, on ne le compte pas. Un enfant, quand il se réveille le matin, il se réveille avec le sourire. Non, c'est vrai, en plus. À 6h du matin, il chante. Voilà. Et parce qu'il fait ce qu'il aime, il y va. C'est vrai. Et c'est ça. Et donc, quand l'effort est fait avec ce qu'on aime, et on se donne envie. Moi, j'ai envie de vivre ça, j'ai envie de faire ça. L'effort, on a envie de le faire, quoi. C'est clair. Bon, Mehdi, on a presque fini. Il nous reste encore 5 minutes pour terminer l'émission. Est-ce que tu veux rajouter autre chose ? Alors, je crois qu'on a vu quasiment l'ensemble du Reiki. En tout cas, j'espère que les auditeurs maintenant en savent un peu plus. En tout cas, c'était le but de l'émission, de faire découvrir le Reiki, de faire découvrir la méthode du Reiki, en quoi ça consistait, en quoi ça consiste. C'est une technique, une méthode qui est vraiment accessible à tous, qui est simple. Et même si elle est simple, elle permet vraiment de vrais résultats, des résultats qu'on voit rapidement. Ce que je peux rajouter, c'est que je donne des formations donc tous les mois. La prochaine formation, donc au premier et au deuxième degré, parce qu'il y a 4 degrés, on peut faire le premier degré et c'est déjà très bien. Ça peut être complémentaire aussi à d'autres pratiques qu'on fait, comme le shiatsu, le massage, le yoga, etc. La prochaine formation aura lieu donc le 29 et le 30 novembre, samedi, dimanche, donc un week-end. Et ensuite, je revois les personnes individuelles quelques semaines après la formation pour vraiment bien intégrer. Donc, on peut t'appeler dès aujourd'hui pour cette formation de premier et deuxième degré, tout en sachant qu'il y a 4 degrés, c'est ça ? Voilà, sachant qu'à partir du premier degré, on est autonome. Et on peut déjà pratiquer sur soi et sur les autres. C'est super. Le 4e degré, c'est si un jour on a envie d'enseigner et donc de continuer, on va dire, le chemin qu'a ouvert l'enseignement de Mikao. De la transmission. De la transmission, voilà. Donc le site... le site, je l'ai pas. J'ai ton numéro de téléphone par Alors, ça, je peux le donner. Je peux donner ton numéro de téléphone. C'est 06 31 53 87 24. Et je te laisse donner donc les informations informatiques, informatiques de site. Tout à fait. Donc le site internet, c'est terre au pluriel, collé enchanté, donc en un mot, terresenchanté.org. www.terresenchanté.org.
féminin pluriel. Voilà. Et ça, c'est pour ton site spécial Reiki? Non, c'est le site de l'association. Ah, c'est le site de l'association, d'accord. Avec ma compagne, donc ma compagne, elle fait de la relax danse, de la relaxation et de la danse. Ouais. Elle fait aussi des ateliers pour les enfants, des ateliers basés sur la méthode Montessori. D'accord. Voilà, on fait aussi des accompagnements individuels. Donc là, on peut toucher à plusieurs techniques. D'accord. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est ce qu'on va voir aussi la semaine prochaine. Lundi prochain, on se retrouve, Mehdi Achour, avec les chants sacrés du monde. Ça va être un super événement sur la radio Armada lundi prochain. Tout à fait. Alors, les chants sacrés du monde, donc c'était quelque chose de... personnellement que je trouve d'extraordinaire parce que c'est vraiment une musique vivante. C'est une musique vivante, une musique joyeuse qui est là pour la paix en soi, pour diffuser la paix dans le monde. Donc c'est une musique aussi universelle. C'est une musique pour célébrer son unicité et pour célébrer son universalité. Ouais. Et c'est des soirées chants sacrés qui ont lieu tous les mois à Paris où on passe un bon moment et un moment sacré avec des personnes qui ont envie d'œuvrer pour la paix, qui ont envie de participer à un monde meilleur. Voilà, de partager des moments. C'est le groupe Shanti Gaia, c'est ça? Le groupe Shanti Gaia, voilà. Et l'association, je me souviens plus, là j'ai un trou de mémoire. L'association s'appelle Chants Sacrés du Monde. Ah, Chants Sacrés du Monde, d'accord. Donc je suis président de cette association. Et je fais partie des organisateurs, ma compagne chante, et donc effectivement le groupe, quelques musiciens du groupe seront là la semaine prochaine. Donc, ça sera un grand moment. Voilà, la semaine prochaine, même endroit, même heure, ne loupez pas ce rendez-vous parce que ça risque d'être mémorable, je crois, sur Radio Armada. Alors je vous rappelle donc le printemps de 2017 du Jardin du Graal, allez voir le site, le Jardin du Graal pour toute la programmation. Donc c'est ce dont on a parlé tout à l'heure avec Céline Cazé pour la programmation de ce lieu où il y a beaucoup d'activités et d'ateliers qui sont vraiment intéressantes et conférences. Et le samedi et dimanche, samedi 25 et dimanche 26 mars, vous avez aussi les journées partage international à l'espace Charenton.